Rebonjour à tous. Alors, à la base, moi, je voulais proposer une sorte d'atelier pour présenter différentes techniques pour personnaliser son environnement LabVIEW. Voilà, on est un peu serré et un peu pressé par le temps, donc je propose de passer en revue les différentes choses que j'avais à vous dire, et puis après, si vous voulez, on en refait une ou deux en live ensemble dans l'IDE. Alors, l'idée derrière cette présentation, c'est, on est tous entre guillemets des professionnels du développement, donc on en fait à une minima de temps en temps et sinon tous les jours. Donc, se simplifier la vie en mettant en place des outils qui nous permettent de gagner du temps, c'est loin d'être négligeable. Donc, LabVIEW, l'environnement de développement, il est ce qu'il est, mais sur certains aspects, il est un petit peu générique dans le sens où il doit s'adresser à beaucoup de monde, mais par contre c'est pas forcément connu, mais il est assez ouvert et du coup il y a moyen de se plugger dessus pour en fait changer tout un tas de choses. C'est pas forcément documenté, mais il y a quand même, enfin l'idée de ce genre de présentation, c'est de juste présenter, on peut faire ça, et puis après d'aller creuser derrière. Donc il y a personnaliser son environnement de développement, ça peut faire peur, mais en vrai il y a quand même quelques techniques qui sont super rapides à mettre en place et ça permet d'éviter d'avoir à faire certaines choses qui sont répétitives et souvent un peu casse-pied. Dans la liste des différentes choses que j'avais prévu d'évoquer, j'ai essayé de les classer en trois grandes catégories: les choses faciles à mettre en place, les choses faciles mais faut un peu coder, et les choses où il faut coder et faire du scripting. Et puis juste un petit dernier mot à la fin, c'est pour la partie déploiement, dire que quand on fait des choses, en fait, c'est super facile de les déployer pour soi-même, pour les autres, donc à partager. Faut pas que ce soit un frein à mettre des choses en place. Si jamais vous voulez arrêter de regarder la présentation ici, en résumé, il y a deux répertoires qu'il faut aller regarder dans la view. Il y a le data folder, donc là on va dans user profile, là où il y a tous mes images, mes documents et tout ça. À côté, dans mes documents, à côté des autres choses que vous pouvez avoir, il y a un répertoire qui s'appelle LabVIEW Data. Et dans tout ce qu'on va voir, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer là-dedans. Et l'autre répertoire à aller regarder, c'est le répertoire d'installation de LabVIEW, qui se trouve dans C, Programme File, x86 ou pas, National Instrument et LabVIEW suivi de la version que vous utilisez. Et là aussi, tout ce qu'on va voir, il y a une bonne partie des choses qui se passent là-dedans. C'est parti. Donc, pour les techniques les plus simples, déjà, il y a à mettre en place un système de glyphes, c'est-à-dire que quand on design des icônes, faire un nouveau VI et faire une icône, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même. Et puis, je sais pas pour vous, mais pour moi, on refait toujours un petit peu la même chose. Donc, il y a tout un tas de glyphes qui sont proposés par LabVIEW, mais c'est également possible de créer ses propres glyphes et de les partager pour les réutiliser d'un projet à l'autre ou d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre. Et donc, vous pouvez mettre ça en place au niveau du répertoire LabVIEW Data. Et donc, il suffit à l'intérieur de me faire une arborescence de répertoire qui sera répercutée donc, dans l'éditeur d'icônes et qui vous permettra de retrouver tous vos petits. Donc, super pratique pour gagner du temps et éviter de jouer à l'artiste trop souvent. Un autre truc qui permet de gagner du temps aussi, c'est de créer des templates d'icônes. Donc là, pareil, on peut mettre en place des choses de façon très facile. Il n'y a pas de code à faire, c'est complètement assisté, ça se passe au niveau de l'éditeur d'icônes. On se crée une sorte de template et une fois qu'on se dit, celui-là, on va pouvoir le réutiliser pour un projet, une librairie ou peu importe. Au niveau de l'éditeur d'icônes, dans File, on peut venir enregistrer ce qu'on vient de dessiner pour pouvoir ensuite le réimporter en tant que modèle pour l'icône et ainsi gagner du temps. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Par exemple, là, on voit que sur la machine, il y a quelques templates qui ont été déclarés dans un répertoire lu. Il y a d'autres templates qui ont été déclarés dans un répertoire à mon nom parce que moi, j'ai une certaine façon de travailler et j'aurais utilisé un peu tout le temps la même chose. Et tout ça, ça se passe également dans le répertoire LabVIEW Data, donc au niveau du répertoire qui s'appelle Icon Template. Il suffit d'aller mettre des petits fichiers PNG à l'intérieur. Donc juste pour c'est dans le sens, pour donner un exemple, moi personnellement, j'ai pris pour habitude de en fait catégoriser tous mes VI avec un système de code couleur. Donc, par exemple, tous les tests unitaires en général, ils ont un modèle de VI rose, tous les VI de test ou d'exemple, ils ont un en-tête gris, etc., etc.
Donc ça, c'est quelque chose qui est purement personnel, mais l'idée, c'est de mettre quelque chose en place et puis après de le réutiliser pour gagner du temps et moins de se poser de questions quand on développe. Autre chose très facile à mettre en place et qui apporte un petit peu plus de complexité, oui. Bon, juste l'encadrement un petit peu arrondi, là, c'est fait à la main ou il y a c'est pour générer ça? Pas du tout. Il suffit juste de mettre un pixel transparent aux 4 coins. Donc, autre moyen donc de réutiliser des choses quand on travaille, donc c'est des modèles de VI. Donc ça, vous connaissez tous. Quand on fait fichier nouveau, il y a LabVIEW nous propose une petite fenêtre qui nous propose de créer donc un VI, une librairie, un projet, une classe. Et en dessous de Blank VI, on voit depuis un template. Donc, il y a tout un tas de modèles qui sont proposés par Amy, mais il y a également la possibilité de venir rajouter des choses à cet endroit-là. Donc des choses qui sont propres soit à la société dans laquelle on travaille, soit à soi-même, soit à un projet. Et donc il y a des VI qui ont une conception qui revient un petit peu tout le temps. Donc l'idée c'est d'en faire un modèle et puis à chaque fois qu'on a besoin de réimplémenter ça de façon un petit peu différente ou sur un projet spécifique, on vient faire fichier nouveau et on a déjà une base de travail qui nous économise quand même pas mal de temps. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Donc cette fois-ci, ça se passe dans le répertoire d'installation de LabVIEW. Donc attention, à partir du moment où on est dans le répertoire d'installation de LabVIEW, ça devient version dépendant. Et il faut aller dans le sous-répertoire template. Et donc là, il y a tout un tas de choses qui existent. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui est déjà existant, de le copier, de le coller, de le renommer pour regarder un petit peu comment il faut faire. Mais c'est tout simple. À l'intérieur, il suffit juste de mettre des VI qui ont l'extension VIT. Et ils vont apparaître directement dans la fenêtre de LabVIEW quand on fait le fichier nouveau. Et si jamais on veut personnaliser un petit peu le nom des répertoires qui sont affichés dans la fenêtre, il suffit de créer un fichier texte, comme on voit à l'écran, qui porte le même nom que ce qu'on est en train de créer. Et à l'intérieur, on va pouvoir venir renommer juste, là on voit à l'écran, par exemple, il y en a un juste en dessous d'Arcal qui s'appelle Change Name of the Menu. Donc là, j'ai juste créé un fichier texte et puis j'ai tapé ça à l'intérieur. On peut également aussi ajouter une petite image pour donner un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur de VI. Si on met rien par défaut, LabVIEW nous fait un aperçu du diagramme, mais on peut mettre quelque chose de complètement personnalisé. Et pour la description du modèle, LabVIEW il reprend tout simplement la description qui est à l'intérieur du fichier VIT. C'est OK pour tout le monde? Pour ajouter un autre truc, là, généralement, là, j'ai eu l'occasion de travailler sur Linux et je trouve que les vieilles templates, ça marche très très mal, c'est pas super bien optimisé. Je sais pas si les gens dans le chat peuvent vous confirmer. En fait, ça se comporte à l'enregistrement, par exemple, comme un VI normal. C'est-à-dire que ça pas de comportement différent, du duplicata, etc. On est obligé vraiment de renommer le texte du VI en envoyant la lettre T, par exemple. Je trouve pas ça super optimisé. Sous Linux. Ouais, sous Enterprise. Hein. C'est une instantiation d'un VI à partir du template qui marche pas bien. Alors, il y a un comportement différent quand on enregistre un VI template, c'est-à-dire que ça duplique automatiquement, par exemple. Et là, c'est comme si ça faisait comme un VI normal. C'est-à-dire qu'on doit faire un renommage, on doit choisir VI normal lorsqu'on fait enregistrer. Et save, ça garde le CMA. C'est peut-être un bug à remonter à je pense que c'est plus un bug. Parce que si le comportement est différent de Windows, c'est que c'est un quoi. Je pense que c'est un bug. Check là. Il y a juste une petite limitation sur ces VI templates. Tu peux pas avoir des VI très complexes. Il faut que ça soit limité au VI avec un code. Si tu commences à vouloir mettre des sous-VI et tout ça, c'est mort. Là, ça va être compliqué. Voilà. On verra après. Voilà. Mais là, ça reste des templates simples. La granularité, là, effectivement, c'est un VI et c'est tout. On peut pas mettre un template PM dessus. Non, si tu mets un template, tu vas pouvoir mettre un template de VI qui utilise le DQMH, mais par contre, tu pourras pas faire trois VI à toi. Il faut pas qu'il y ait une hiérarchie de VI, en fait, parce que le template, il va juste dupliquer le template et après, les ressources, elles vont être à un endroit, je sais pas où est-ce qu'il va les mettre.
C'est là où j'utilise le projet. Donc là j'ai mis à l'écran, c'est juste un aperçu donc des modèles de VI que j'utilise assez régulièrement, dont certains que j'utilise vraiment très très régulièrement. Probablement des centaines de fois sans vouloir exagérer. Et si jamais on veut réutiliser donc plus qu'un seul VI et qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les modèles de projet. Et donc là, on va venir carrément créer une nouvelle entrée dans la fenêtre LabVIEW qui existe quand on fait fenêtre de démarrage. Je veux créer un nouveau projet. La LabVIEW nous propose tout un tas de de modèles de projet existants. Mais là, de la même façon, on va pouvoir venir créer des modèles de projet qui nous sont propres. Et ces modèles de projet-là vont apparaître à cet endroit-là. Donc, on va pouvoir en déclarer plusieurs. On va pouvoir venir les classer dans des répertoires. Donc là, par exemple, moi, j'en ai plusieurs et ils apparaissent tous sous la catégorie Nicolas. Et alors, pour faire ça, c'est un tout petit peu plus complexe que pour créer un modèle de VI, mais c'est quand même relativement simple. Et tout se passe, là encore, dans le répertoire d'installation de LabVIEW au niveau du sous-répertoire qui s'appelle Project Template. Donc, à l'intérieur de ce répertoire-là, on note 3 répertoires. Donc, il y aura que 2 étapes. Mais la première, c'est qu'au niveau du répertoire metadata, si vous allez jeter un coup d'œil, il y a tout un tas de fichiers XML. Et pour chaque groupe de modèles de projet que vous voulez faire apparaître dans la view, il va falloir créer un nouveau fichier XML, par exemple ici luge ou nicolas.xml, et à l'intérieur, il va falloir venir renseigner un certain nombre de champs. Donc tous ces champs-là, ils sont pas documentés sur le site d'Eni, mais sur le LabVIEW Wiki, il y a beaucoup de documentation qui est assez exhaustive. Et donc là, tout simplement, on vient déclarer, je veux que mon template, il s'appelle comme ça, il est enregistré à tel endroit. Je peux y mettre là aussi un petit aperçu, une description qui apparaîtront dans l'IDE, etc., etc. Et quand on a plusieurs modèles de projet à afficher, là, on voit qu'il y a 2 entrées. Donc, on va venir lister les différents modèles comme ça. Une fois qu'on a déclaré donc, nos modèles de projet auprès de LabVIEW à travers ce fichier XML, il va falloir venir dans l'autre sous-répertoire, sous Project Template, qui s'appelle Source. Et là, on va venir y coller tout simplement notre projet LabVIEW qui va nous servir de modèle, ainsi que les NVI qui constituent notre projet. C'est là, j'ai un exemple, c'est donc par exemple, quand j'ai à faire une API client, mes projets ils ont toujours un peu la même forme, et donc pour éviter d'avoir à refaire ça à la main à chaque fois, je me suis créé un modèle de projet, je repars de ça à chaque fois que j'ai à créer un projet pour faire des appels à une API. Et qu'est-ce que je voulais dire? Point important à noter, quand on crée un modèle de projet, si vous avez des VI dont vous voulez qu'ils apparaissent quand vous faites fichier nouveau projet, il faut obligatoirement qu'ils soient déclarés dans le projet LabVIEW. Si vous les mettez dans l'arborescence disque ici, mais que dans le projet, ils sont pas liés statiquement au projet, quand vous faites fichier nouveau, vous verrez, ils seront pas copiés. Donc attention, c'est un petit point à avoir en tête. Autrement, c'est le projet qui fait point d'entrée pour référencer ce que LabVIEW va copier au moment de l'installation d'un nouveau projet. C'est pas l'arborescence disque. Et du coup, il va aller chercher ceux qui sont les bonnes ceux qui existaient avant, ou alors il va les par exemple, là, si je mets un VI Toto à côté de mon fichier projet et que je fais fichier nouveau projet, et que je sélectionne ce modèle de projet, le projet sera copié, mais Toto il sera pas copié. Si je l'enregistre sur bureau ou peu importe. Je veux dire si c'était une dépendance d'un autre qui était lui appelé par. Non, il faut que qu'il apparaisse dans le projet. Il faut qu'il apparaisse dans le projet et qu'il soit. D'accord, mais est-ce qu'il va aller essayer de les chercher et on va pas le voir parce qu'il va prendre celui du template, ou est-ce qu'il va briser et on va dire il est pas dans le. Ça sera brisé à mon avis. Parce qu'il va te le copier, donc les liens ils vont être relatifs à l'endroit où il a copié le projet, il va pas le trouver, il va dire. Et je pense pas qu'il y ait de risque qu'il appelle le VI qui est dans la view, qui est dans le projet. Je pense pas. Oui, question. Une remarque, c'est un lab du projet, tu peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que Plus tard.
Ah ouais, mais si tu dis pas tout, quand... Dans la partie facile, donc. Et dans la partie facile aussi, il y a une chose qu'on peut faire, c'est dans la view, quand on fait outils et options, on peut venir régler tout un tas de choses dans l'éditeur. Donc, parmi les plus connus, c'est faire apparaître contrôle et les indicateurs sous forme d'icône ou pas. Quand je crée un nouveau VI, faire apparaître la numérotation 1, 2, 3, 4, 5 pas. Grosso modo, quand on fait un peu de la view, on désactive ou on active tout un tas de choses un peu en systématique. Et tous ces réglages, en fait, ils sont stockés dans un seul et même fichier. C'est le fichier de configuration de la view. C'est un fichier INI qui est situé donc dans le répertoire d'installation de la view. Je l'ai pas marqué là. Et donc ce fichier-là, en fait, on peut aller tout simplement récupérer tous ces réglages-là, en ajouter d'autres qui sont pas présents par défaut, mais qui sont connus sur Internet et qu'on peut trouver facilement. Se faire un petit bout de fichier texte quelque part, et puis à chaque fois qu'on a soit une nouvelle version de la view qu'on veut utiliser, soit un nouveau PC, soit une nouvelle VM, venir remplacer ces clés par simple copier-coller ou par un petit script tout facile, plutôt que à chaque fois d'aller dans la view, ouvrir la fenêtre de configuration et aller tout faire à la main, au risque d'oublier un tas de réglages. On peut écraser le fichier comme ça directement, ou c'est resté si on fait une version de la view? Le fichier ini, tu peux le supprimer si tu relances la view, normalement il démarre. Mais si on met genre celui qu'on avait avant, configuration, et qu'on le phrase. Alors si tu changes de version, alors il y a des trucs qui changent jamais. Et j'aurais tendance à dire qu'il va récupérer les clés qu'il connaît et celles qui sont nouvelles par rapport à la version de la clé. Bon, il va bien gérer la chose. J'ai jamais réussi à le cracher comme ça. Quand même. J'ai dit comme ça. Pareil, ce qui se prend en compte, donc ça ne servira à rien. Bon, il y a, pour certaines qui sont planquées, effectivement, le risque, pas forcément très bien documenté, puis c'est tombé sur un truc qui n'existe plus, ou quoi. Donc, le risque est limité. Sans avec la politique de licence, tu changes un peu de version de vue. Ça va changer. Un autre petit point qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est dans la view, donc il y a une barre de menu située tout en haut. Et quand on installe des toolkits et tout, il y a 3 menus dans lesquels on voit apparaître un certain nombre de choses. Et du coup, ces menus-là, on peut facilement ajouter des entrées de menus. Et donc il y a 3 menus, c'est le menu Head, le menu Tools et le menu File. Et donc pour faire ça, c'est tout simple encore, presque pas besoin de coder. Ça se passe dans le répertoire d'installation de la view. Alors, pour le menu Head, ça se passe dans le sous-répertoire qui s'appelle Help. Et là, on peut créer donc un répertoire. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est j'ai créé un répertoire luge. Du coup, sous le menu Help, il y a une nouvelle entrée luge qui va apparaître. Et à l'intérieur, je vais pouvoir venir mettre tout un tas de VI. Et ces VI, en fait, ils vont apparaître en tant que sous-menu quand je viens cliquer dans la view Help, puis luge. Et à chaque fois que je sélectionne donc un élément dans mon menu, en fait, la view, il va venir tout simplement exécuter le VI correspondant pour faire une action que vous aurez déterminée en fonction de vos besoins. Il faut des arguments. Alors, il n'y a pas d'argument du coup. On clique sur le menu et le VI correspondant va être appelé. Alors, il n'y a pas moyen de lui passer des arguments. Par contre, il y a moyen à l'intérieur de VI de venir remonter ce qu'on appelle un contexte d'appel et de pouvoir venir contextualiser les actions. Mais Du coup, le nom, tu vois, dans le menu, c'est le nom alors, ouais, j'ai mis un tiret cap à la fin, mais le nom dans le menu, c'est le window title du VI. Et si jamais vous voulez changer la disposition, l'ordre des menus dans le sous-menu, il faut créer un petit fichier texte. Donc, par exemple, dans luge, j'ai créé luge.txt. Et si je veux venir réorganiser l'ordre, je peux le faire. Et à chaque fois qu'on met juste un tiret sur une ligne, ça permet de mettre une barre de séparation si jamais on fait une sorte de petit groupement logique. Ils sont pas obligatoires, ces fichiers texte. Si on les met pas, je crois qu'on doit mettre alphabétique par défaut. Ça permet de sélectionner les VI visibles aussi. Ouais, ça sera sur la dernière slide. Donc, les jetantes aussi, tu vois. C'est bien. Bon, petit problème de rendu, désolé. Alors, moi, en général, dans le menu Help, ce que je fais, c'est en général des renvois vers les différents outils que j'utilise. Donc, par exemple, si la société utilise un serveur de code source, ça peut venir le coup de venir mettre un petit menu ici.
Et puis quand on clique dans le navigateur, boum, ça ouvre le lien vers GitHub, GitLab de la société, ça évite d'aller le saisir à la main. Donc même chose dans le menu File, ça marche exactement de la même façon, sauf que là, nos petits VI, il va falloir les mettre dans le répertoire qui s'appelle Wizard. Quoi, aucune idée, mais bon, il y avait probablement une bonne raison de faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le fichier d'exemple, il y a certains VI qui commencent par un underscore, et on voit qu'ils apparaissent pas dans le menu LabVIEW. Si jamais on a des petits VI utilitaires, imaginons notre menu Project Folder, il doit faire un certain nombre de choses, mais c'était tellement gros que j'ai dû faire des sous-VI. Ces sous-VI-là, je veux qu'ils soient stockés à côté parce que j'en ai besoin dans mon VI appelant Project Folder, mais je veux pas qu'ils s'affichent en tant que menu. Mais là, je fais commencer le nom uniquement par un underscore et puis LabVIEW, il va pas l'afficher. Donc là, moi, typiquement, sur ma machine, j'ai un répertoire où tous mes projets, et souvent j'ai besoin d'y accéder parce que pour diverses raisons. Et donc dans LabVIEW, je vais dans ce menu-là, je vais ouvrir mon répertoire projet ou lister les X derniers projets sur lesquels j'ai travaillé. Enfin, bon, là, les usages sont propres à chacun, mais il est possible de faire tout un tas de choses. Et dernier menu, donc c'est le menu Tools. Là, pareil, ça fonctionne exactement de la même façon. Et en général, donc j'y vais, j'ai quelques VI de scripting, des choses que j'utilise de temps en temps. Et en général, je les loge à cet endroit-là. Mais ça marche exactement de la même façon. Donc, pour récapituler, il y a 3 menus dans LabVIEW qu'on peut personnaliser, Files, Tools et Help. Les 3 répertoires dans le menu d'installation, ce sont ceux qui s'affichent à l'écran. Petite subtilité, ces VI-là, quand vous les mettez dans ces 3 répertoires-là, il faut qu'ils soient déclarés en je m'exécute au démarrage. Si vous cochez pas cette option-là, quand vous ouvrez votre menu, en fait, le VI va apparaître, mais il n'est pas running. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Donc, il y a juste ce petit truc-là à garder en tête. Et il y a aussi un petit truc à garder, c'est que si vous cochez ça, vous, quand vous êtes en train de développer votre action de menu, à chaque fois que vous allez fermer, partir en pause déj, revenir et rouvrir le VI, il va s'exécuter. Bref, il y a une petite gymnastique à avoir. Mais en général, ce qui est pratique à faire, c'est dans mon repo où je développe ma fonctionnalité pour ajouter les menus, j'ai pas cette option de cocher. Quand j'ouvre mon VI, il n'est pas exécutable, je fais mon code et tout ça. Et c'est au moment de le déployer que là, je vais venir cocher cette option au moment où je build mon package pour le déployer. Comme ça, je suis pas gêné. Une fois déployé, il s'exécute à l'ouverture. Quand il est sur ma machine de développement, c'est pas le cas. Et il y a une petite astuce, parce que je me suis déjà fait piéger par ce genre de truc. Ça t'embête que ça se lance. Tu as envie d'accéder au code, mais tu peux pas. Vous pouvez prendre votre VI, le mettre dans un nouveau VI, double-cliquer sur le VI, mais en appuyant sur la touche contrôle. Au lieu de vous ouvrir le front panel, ça va vous ouvrir le diagramme et ça ne sera pas fatigué. C'est OK pour tout le monde? On a encore un peu de temps ou... On prend 5 minutes de plus. Je commence en retard. Des choses J'ai mal géré. Des choses un petit peu plus poussées maintenant. C'est les menus clic droit. Donc, quand vous êtes par exemple sur le front panel ou sur le diagramme d'ailleurs, quand vous faites clic droit sur un contrôle ou quoi que ce soit, pareil, quand vous avez installé certains toolkits, vous voyez qu'il y a des menus qui ont été rajoutés dans LabVIEW. Donc, par exemple, c'est le cas dans la palette JKI. Du coup, si JKI a pu faire, vous pouvez le faire aussi. Et donc, pour créer des choses comme ça, il faut aller dans le répertoire d'installation de LabVIEW et les sous-répertoires ressources, plugins et pop-up menus. Et là, c'est un peu assisté, donc c'est pas trop compliqué à faire. Vous double-cliquez sur le VI qui apparaît à l'écran, le Create Shortcut Menu. Et en fait, c'est juste un VI où il vous pose 2-3 questions. Vous cliquez sur Exécuter, puis il va vous mouliner les choses et vous créez 3 VI qui va mettre au bon endroit. Et il n'y aura plus qu'à les personnaliser, ces VI, pour faire ce que vous voulez. Donc, en l'occurrence, il va vous générer une LLB avec 3 VI à l'intérieur. Et donc, cette LLB, elle est stockée, alors, cette fois-ci, dans LabVIEW Data, Pop-up Menus et Edit Time, Panel and Diagram. Donc, il faut aller à l'intérieur, vous ouvrez.
Dans le CTL, vous allez pouvoir venir configurer sur quel élément vous voulez que le menu clic droit soit disponible. Donc, par exemple, si vous voulez que le menu clic droit il apparaisse que sur les contrôles de type numérique, ou que sur les contrôles de type booléen, ou que sur les classes, ou que sur, bref, vous allez pouvoir régler tout ça très facilement. Il y a un autre VI qui vous permettra de raffiner cette condition, c'est-à-dire que vous allez d'abord dans le CTL dire je veux que mon menu s'affiche uniquement quand je fais clic droit sur les contrôles de type numérique. Mais après, dynamiquement, moi, je vais vouloir venir décider autrement de si mon menu s'affiche ou pas. Et ben, vous allez pouvoir venir définir tout ça par code dans un des VI qui a été créé. Et ensuite, dans le troisième VI, celui qui commence par execute, et puis après la chaîne que vous avez rentrée, là, vous allez venir définir l'action qui devra être exécutée une fois que j'aurai cliqué sur mon menu clic droit. Imaginons sur les contrôles de type numérique, quand je fais clic droit, mettre aux couleurs du luge, ben, ça me met mon contrôle en jaune. On peut implémenter ce genre de choses-là. Il y a tout un tas de menus clic droit qui sont disponibles sur Internet et qui ont été faits par d'autres gens. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil et les installer simplement sur votre machine sans rien avoir à faire. Ensuite, on passe à d'autres trucs où là, après, il faudra pas venir pleurer auprès de Benjamin parce qu'il vous dira fallait pas le faire. Non, là, c'est à partir de maintenant, ça va être juste des choses où on va venir changer des fichiers qui sont installés par la view à l'installation. C'est pas interdit, mais ça peut casser des choses. Donc il y a juste une possibilité, c'est quand vous faites dans le view fichier nouveau VI, ben, par défaut c'est un VI qui apparaît avec rien à l'intérieur. Ben, si vous voulez changer cette fonctionnalité et de dire quand je fais fichier nouveau VI, moi je veux que le VI il ait une icône bleue, qu'il ait à minima le error in, error out câblé sur tel et tel connecteur et qu'il y ait un petit commentaire sur le diagramme disant pensez bien à commenter votre code. Ben, ça c'est possible à faire. Il faut aller dans le répertoire d'installation de la view, au chemin qui est indiqué à l'écran. Et en remplaçant un petit VI, vous allez pouvoir venir ajouter tout un tas de code qui va venir scripter toute cette personnalisation. Ça, c'est une des possibilités. Il y a une autre possibilité, c'est de venir tout simplement remplacer le modèle de VI qui va être utilisé au moment où, plutôt que de scripter, je vais customiser mon icône, je vais customiser mes connecteurs, je vais customiser ce qu'il y a sur le front panel et sur le diagramme. Ces deux choses-là, elles sont possibles pour les nouveaux VI et elles sont aussi possibles pour le create sub-VI. Mais encore plus intéressant, c'est aussi possible de personnaliser tout ce qu'on peut faire sur une classe. C'est-à-dire que quand on vient faire un fichier nouvelle classe, ou sur une classe existante, clic droit, nouvel accesseur, ou clic droit, nouveau static VI. Par défaut, il y a un modèle de VI qui existe et on va pouvoir venir changer des choses à l'intérieur. Alors, pour une classe, ce qu'on va pouvoir venir personnaliser, par exemple, c'est l'apparence de la classe, c'est-à-dire l'icône de la classe. Quand on fait fichier nouvelle classe, la view, il alterne, il en fait une rouge, une bleue, une verte, etc., etc. Et là, on va pouvoir venir lui dire, non, mes classes, c'est tout le temps un carré vert avec un rouge à l'intérieur, etc. On va pouvoir aussi remplacer, quelle idée, je ne sais pas pourquoi, quand on fait un accesseur, on a un read-write à chaque fois. Tous les autres langages, ça s'appelle get et set, je ne sais pas pourquoi. Mais là, on va pouvoir venir remplacer justement la façon dont la view nomme les accesseurs par défaut. On vient changer ce VI-là, c'est le localized string. Et donc, on n'aura plus à remplacer tous les reads par le get, etc., etc. À partir de maintenant, la view, il va bien faire les choses comme on veut. Et ensuite, quand on peut venir personnaliser les accesseurs, donc, par défaut, sur les accesseurs, ils sont à l'intérieur d'une structure erreur. Moi, je sais que pour moi, par habitude, je mets pas de structure erreur sur les accesseurs. Et, du coup, j'ai modifié ce modèle-là pour plus avoir à enlever la structure erreur à chaque fois que je fais un accesseur. Bon, bref, il y a tout un tas de choses qui sont possibles à personnaliser et qui évitent
d'avoir à le répéter à chaque fois qu'on fait les choses. Donc, par exemple, là, c'est un aperçu du VI qui permet de générer l'icône par défaut sur les classes. On peut venir enlever ce code, mettre autre chose, et puis. Est-ce qu'on a du temps ou pas? 3 minutes. Je crois. Moi, j'avais passé les choses en revue, puis s'il y a des trucs qui vous intéressent. L'éditeur d'icônes. Donc, LabVIEW, il a un éditeur d'icônes qui est proposé par défaut. C'est possible de le personnaliser. Surtout que depuis que Annie a rendu le code source public, on peut aller télécharger le code source, faire des changements, construire un nouvel éditeur d'icônes et aller remplacer le petit fichier qui est surligné là. Et enfin, il y en a un deuxième aussi dans VI-lib à remplacer. Et du coup, quand vous serez en train de faire votre code et que vous double-cliquez sur l'icône pour éditer, eh ben, il ouvrira votre éditeur d'icône plutôt que l'éditeur d'icône de LabVIEW par défaut. Donc ça, c'est possible pour l'éditeur d'icônes. C'est possible pour le Bookmark Manager aussi. Donc par défaut, LabVIEW propose quelque chose. Après, moi, je sais que personnellement, je me suis mis en place un tas de conventions sur les bookmarks. Et bon, le Bookmark Manager par défaut n'est pas hyper pratique vis-à-vis de la convention que je me suis fixée. Et du coup, c'est possible de tout simplement créer un nouveau manager et de l'installer à cet endroit-là. Et quand vous ouvrez dans LabVIEW le Bookmark Manager, si vous en avez plusieurs, il va vous poser la question. J'en ai vu plusieurs, lequel tu veux utiliser. S'il en a trouvé qu'un, il utilisera le vôtre à la place de celui par défaut. J'imagine que sur le développement, on demeure limité parce que LabVIEW va afficher, par exemple, le code de partie 2, ou pire, enfin mieux, ou bien juste l'étiquette avec les polices, les caractères. Il faudra toujours rentrer dans les cases. Okay. Mais c'est juste de dire comment le faire et le faire différemment de ce qui est proposé par défaut. On ne pourra pas faire d'icône vectorielle, non, ça c'est chiant. Et j'imagine que c'était à ça que tu devais penser, Olivier, tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il était possible de créer des projets, un modèle de projet. Donc on crée un fake project avec toute une architecture en place et LabVIEW venait tout simplement nous copier, coller à un autre endroit du disque ce nouveau projet quand on faisait fichier nouveau. En plus de ça, il est possible de venir personnaliser la fenêtre de Create Projects en posant des questions à l'utilisateur et puis après en venant faire du scripting pour personnaliser encore plus ce qui est fait au moment d'instancier un nouveau projet. Là, pour le coup, ça demande de faire du scripting, donc c'est un poil plus complexe, mais ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin. Donc là, l'exemple qui est affiché à l'écran, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est si vous regardez le DQMH, par exemple, dans la fenêtre fichier nouveau projet, il pose pas les mêmes questions que la fenêtre fichier nouveau projet par défaut dans LabVIEW. Ensuite, il y a les project providers. Alors ça, c'est un sujet qui est hyper large, mais qui permet encore de personnaliser donc l'IDE. J'avais fait une présentation il y a quelques temps qui montrait une application des project providers. Donc, je vous conseille de soit jeter un coup d'œil sur Internet, soit d'aller voir la présentation pour voir ce qui est possible de faire avec ces choses-là. Ça, c'est quand même largement déconseillé. Enfin, si vous voulez faire cracher LabVIEW, je pense que c'est mieux que de changer le fichier. Attention, terrain glissant. C'est puissant. Alors que, parce que tu as introduit cette partie-là en disant c'est dangereux, mais la customisation des projets templates, à mon sens, c'est pas non, c'est plus pour la complexité. C'est complexe, mais c'est pas déconseillé. Les project providers. Ça dépend des personnes. Mais moi, je trouve que j'ai pas dit que c'était pas puissant, mais tu peux fêter beaucoup de choses, quoi. Et dans les dernières propositions possibles, quand vous faites dans le menu de LabVIEW toujours, outils et options, vous allez venir régler tout un tas de choses dans votre IDE. Et il est aussi possible de rajouter des sections à cet endroit-là. Et donc là, pareil, ça demande d'aller chercher 2-3 petits fichiers à différents endroits du disque, mais c'est possible. Voilà pour les différentes techniques. Juste un petit mot pour la fin et après je clôt. Donc l'idée c'est de dire tout ça c'est possible. Par contre, il faut pas voir la chose comme je le fais une fois sur ma machine et il faudrait que je le refasse sur ma machine.
Non, en fait, il faut le faire une fois. Ensuite, vous faites un package dans VIPM, par exemple, qui vous facilite grandement le travail. Si on regarde, là, c'est une capture d'écran de VIPM qui dit ce que tu as dans ton package, où est-ce que tu veux le déployer une fois que le package est installé. Et là, comme de par hasard, on retrouve tout un tas de répertoires qu'on a vu jusqu'à présent. Le file menu, le tools menu, le help menu, les project templates, les project providers, etc., etc. Donc, l'idée, c'est tous vos petits outils et vos petites customisations, vous le faites à un endroit sur votre machine. Vous en faites un package. Et après, quand vous changez de PC, vous réinstallez juste tout simplement ce package-là. Quand vous changez de version, vous réinstallez juste ce package-là. Et c'est super facile et super simple à déployer. La view data, c'est quelle destination? Parce que tu mets Vue, c'est dans la view data. Ouais. Alors, il y est peut-être pas, mais tu peux te rajouter des destinations. Et après, à cet endroit, avoir le relatif. Dans le base pass, tu peux sélectionner le LabVIEW data. D'accord. Mais c'est possible aussi, ouais, c'est une personnalité. Quick Drop, rapidement, ça va être du scripting. Je sais que j'ai un collègue, par exemple, qui fait refactoring avec des classes. En via d'une classe, tu mets dans une autre pour mettre les bons connecteurs, les bons machins. C'est fait un Quick Drop qui va remplacer automatiquement et en fait les sorties pour, c'est du scripting. Ça peut permettre de gagner du temps aussi. La question, c'est pour que tu les mets où? Quand tu refactories des classes. Non, mais le quick drop. Le quick drop, t'as un emplacement, là, quick drop. Oui. C'est ça que j'y pense. D'accord. On n'a pas évoqué, là, mais ça fait partie aussi du truc que tu dois rajouter dans l'environnement. Après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses pour personnaliser l'environnement, mais bon, là, il y a déjà un certain nombre de points. Puis on a qu'une demi-heure. Pardon. Et dernier point, pour le déploiement, il y a quand même. C'est le troisième dernier point. C'est le dernier. Il y a, donc, pour déployer tout ce qu'on a vu à la slide précédente, ça va. Par contre, pour venir personnaliser donc le fichier de config de Inou, venir remplacer les fenêtres de dialogue par défaut et tout ça, c'est moins facile à faire dans VIPM. Et donc là, il faudra nécessairement passer par un petit script qui vient prendre les fichiers et aller les coller à aux différents endroits qui vont bien. Pour la configuration, le LabVIEW.ini, là, un package qui s'appelle HiddenGem, on a accès à une palette qui permet de modifier le .ini de LabVIEW. Donc, en fait, c'est hyper facile de se faire un VI qui fait comme un write et un read. Et on fait des writes, ini, on écrit ses clés. Du coup, on n'a plus qu'un VI à lancer. Et on configure sur LabVIEW.ini. C'est super pratique, en fait, du coup, et on casse pas LabVIEW. On ne casse pas le LabVIEW.ini en général quand on fait ça, du coup. Je vous invite à regarder ça si vous le faites. Moi, je me lance un VI, je fais run et j'ai mon LabVIEW qui est configuré avec tous mes .ini, mon .ini perso, quoi. Et le package HiddenGem devrait être installé par défaut. Oui. Je crois que c'est qu'une. Ce sont que des VI qui sont dans la view, mais qui sont pas dans la palette. Ça permet de les exposer. Il y a des petits bijoux dedans. Donc voilà pour un certain nombre de techniques. Je sais pas si. Merci. Merci pour cette présentation. Je pense que c'est très intéressante. Ouais. Oui, c'est vrai que. J'ai pas vu de questions et beaucoup de remarques. Enfin, voilà, il y a des remarques. S'il y en a qui ont des questions à distance ou ici, tu aurais cette présentation. Je ferais peut-être une remarque, effectivement. Si tu parles de VIPM pour distribuer. Je pense que je vous invite tous à regarder à partir de VIPM 2023. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui étaient payantes avant, qui sont devenues gratuites pour la construction des packages, pour la construction des VIP, des VIPC, qui permettent de faire des petits packages unitaires de tiens, je fais un project provider, un machin, un truc, et je me fais un VIPC qui les contient tous. Avant, c'était payant. Maintenant, c'est gratuit. Alors, je puis mettre un petit bémol sur cette fonctionnalité qui est devenue gratuite. Elle est gratuite, mais la seule chose que tu peux pas faire dans ton VIPC, c'est d'embarquer le VIP. Et donc, non, c'est que la version pro qui te permet de le faire. Non, on peut les générer maintenant. Non, tu peux générer le VIPC, mais tu peux pas. Si c'est que tes packages, bah, moi, j'en ai généré, j'ai la version 2023 aussi. Et autre point fort que possède la version 2023 aussi, qu'on voit pas, par défaut, elle s'installe pas, même avec des versions récentes de la pub, il faut chercher VPN. L'API fonctionne aussi gratuitement. Et du coup, parce que le problème qu'on a, c'est les dépôts, où est-ce que je les mets et comment je les installe. Perso, on s'est fait pas mal d'outils comme ça depuis qu'il y a la version gratuite. Pour le déploiement, on se fait des petites librairies, parce qu'on a des grosses librairies. Et pour le déploiement avec l'API, c'est assez pratique aussi. Du coup, on peut faire des outils qui viennent installer tout un tas de packages assez facilement.
configurer des postes et on y gagne beaucoup. Je vous invite à regarder ça si vous l'utilisez pas, mais en 2023, ça change un peu la donne. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Il y a des petits trucs qui restent. Comme gestion des dépenses. Pas de questions? Plus de questions? Juste une remarque sur les PNG qu'on peut coller dans les glyphes. Je sais plus exactement quelle est la limite. Tu peux pas mettre absolument tous les formats de PNG, sur de transparence, de non-transparence, sont pas forcément bien gérés. Voilà, faut pas oublier qu'on est dans le 32 par 32 avec des trucs simples. Donc, concrètement, si on s'en tient à faire les glyphes dans l'éditeur d'icônes et à le cibler, l'import d'un PNG sorti de ailleurs sur le net, on peut qu'il soit avec des transparences et un peu complexes, l'éditeur ne les gère pas bien. Il va les donner en aller, donc c'est plus simple. Tu peux avoir, je vais faire un truc bien récupéré. Non, c'est dégueulasse. Eh ben, merci. Sur ces dernières remarques, on peut clôturer cette troisième rencontre de l'année.